Bonjour et bienvenue pour cette édition d'une nouvelle édition du Labimo organisée au siège de la Dépêche du Midi. Merci à vous qui nous avez rejoints en présentiel. Merci à vous qui nous suivez en direct. Excusez-nous pour ces quelques minutes de retard. Et bienvenue aussi à vous qui nous regarderez en replay dans quelques heures, dans quelques jours, voire dans quelques semaines. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler de la décarbonation de l'immobilier. Alors pourquoi ce thème-là? Tout simplement parce que le bâtiment, l'immobilier en général, pèse 25% des émissions de gaz à effet de serre en France. Donc c'est un secteur qui doit prendre toute sa part dans la décarbonation de l'économie pour atteindre les objectifs de Paris, vous le savez, qui sont ambitieux. Alors nous verrons au cours de ce débat quel levier actionner pour poursuivre ce qui a déjà été engagé en matière de décarbonation, de rénovation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on essaiera de voir également comment aller plus vite, quelles solutions pourront mettre en œuvre les professionnels de la chaîne immobilière pour accélérer la décarbonation de l'immobilier. Pour en parler, laissez-moi vous présenter nos intervenants aujourd'hui. Bertrand Serpe, bonjour et bienvenue. Vous êtes le vice-président de Toulouse Métropole en charge du digital, mais vous êtes surtout là aujourd'hui avec votre casquette de président de Toulouse Métropole Habitat. Vous nous parlerez de TMH, comment on le dit rapidement. Julien Charpentier, bonjour et bienvenue. Vous êtes directeur régional du constructeur de Mathieu Hébert, donc un grand acteur de la construction, mais vous venez aujourd'hui surtout avec votre casquette de représentant de la Fédération française du bâtiment et des travaux publics. Je sais que la fédération y tient, donc je rajoute. Romain Champy, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur de l'aménagement et des transitions chez Opidea Europolia. Alors, vous êtes un grand aménageur sur l'aire métropolitaine. Vous nous expliquerez comment l'aménagement peut aussi prendre sa part dans la décarbonation. Et Olivier Livrosé, bonjour et bienvenue. Vous êtes le directeur territorial Haute-Garonne Ariège pour la Banque des Territoires et vous êtes, on va dire, le banquier de la matinée parce qu'évidemment, on va voir que tout ça coûte un peu d'argent et vous avez quelques solutions pour le financer. Alors peut-être Bertrand Serpe, on va s'arrêter 2 minutes sur Toulouse Métropole Habitat. Bailleur métropolitain, vous êtes le premier bailleur social de la ville de Toulouse. Peut-être quelques mots de présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas TMH. Ah mais TMH, bonjour, d'accord, et merci de votre invitation. TMH, c'est d'abord effectivement le premier bailleur de la place toulousaine, c'est aussi pratiquement 20 000 logements, c'est plus de 380 personnes, 400 personnes, collaborateurs qui travaillent au quotidien pour effectivement nos locataires, et puis pour loger les gens, et puis pour réhabiliter, on va en parler, effectivement, notre patrimoine qui est assez conséquent sur la ville de Toulouse. Très bien. Alors 20 000 logements, effectivement, c'est un parc conséquent. Alors est-ce que TMH, puisqu'on parle décarbonation, s'est doté d'une feuille de route pour la décarbonation et en quoi consiste-t-elle? Quels objectifs vous vous êtes fixés? Alors, pour introduire ce propos, il y a bien longtemps déjà que l'aspect de transition écologique, on parle beaucoup de transition écologique, a été, comment dirais-je, dans l'ADN de Toulouse Métropole Habitat, l'office public d'HLM de la ville de Toulouse. C'est une conscience collective, à la fois de nos locataires, mais aussi, bien sûr, de la direction et de son président que je suis, et qui s'est accentuée ces dernières années, effectivement, avec la nouvelle législation qui a imposé, effectivement, notamment aux constructeurs et aux bailleurs, de pouvoir s'adapter donc aux nouvelles conditions entre guillemets climatiques qui imposent effectivement de décarboner et de faire des économies d'énergie sur nos territoires. Je précise des économies qui sont à la fois des économies pour le bailleur, mais aussi des économies pour les locataires, effectivement. On va le voir sûrement dans le propos qui suit. Donc, cette conscience, elle a été, il y a quelques années déjà, cet ADN, comme j'ai dit, et ça a été l'idée de dire que d'ici 2026, d'ici 2 ans, donc la mandature 2020-2026, 80% de notre parc, entre l'ancien et le neuf, et le réhabilité, de moins de 15 ans, finalement, on aurait réhabilité 80% de notre parc, ce qui est considérable Ben oui, c'est dans un parc considérable. de 20 000 logements et que peu de bailleurs aujourd'hui arrivent à faire. Et ça, c'est un vrai progrès, comme je le disais, parce que c'est aussi la transition écologique, c'est aussi de voir la décarbonation, les effets que ça a sur plus tard nos locataires et les charges de nos locataires, puisque c'est fait aussi, bien sûr, pour permettre des baisses de charges de nos locataires. Et oui, on va en parler. Alors 80% de votre parc sera rénové ou en tout cas aux normes énergétiques de dernière génération, on va dire à 2026. Ça doit être des montants d'investissement assez considérables.
Alors, c'est des montants qui sont considérables. Ça représente à peu près 25 millions par an. Donc, c'est énorme parce qu'il y a 3500, on s'est fixé 3500 logements à réhabiliter sur la mandature 2020-2026. On en est à peu près à la moitié, donc il reste encore un peu de chemin. Et c'est évidemment des investissements, mais qui sont, comme je le disais, nécessaires et absolus parce que c'est d'abord une volonté politique, c'est une volonté de son président que je suis, mais aussi du maire qui sur la ville, a bien sûr compris bien avant tout le monde, si j'ose dire, qu'il fallait travailler sur ces sujets d'énergie et de décarbonation de nos bâtiments, de notre patrimoine et des patrimoines aussi de l'office public d'HLM. Et puis, c'est l'idée aussi que ces réhabilitations coûtent de l'argent, mais c'est un investissement sur l'avenir. Voilà. Et là, peut-être qu'il y a, alors on va en parler sûrement avec les banquiers, mais il y a peut-être aussi des solutions avec des aides qui peuvent venir abonder finalement les financements qui existent déjà sur la décarbonation des bâtiments. Alors, 20 000 logements, 80% rénovés d'ici 2026. Quand est-ce que vous fixez l'objectif d'atteindre la barre des 100%? Alors c'est un peu comme, vous savez, c'est un peu la valeur absolue. On n'arrive jamais, ou le zéro défaut, il n'y a jamais 0%. Bah, écoutez, d'ici 2030, je pense on sera arrivé au 100%. Très bien. Et alors, quelles sont les économies ou, en termes d'émissions de gaz à effet de serre qu'on constate après rénovation? En général, c'est un bâtiment qui est plus performant. On réduit les émissions de gaz à effet de serre de quelle proportion à peu près? Et moi, je peux vous donner un chiffre sur 10 ans, avec les réhabilitations, à peu près, donc sur les économies d'énergie, on a fait 350 000 tonnes de carbone expulsées, donc c'est quand même, voilà, en moins, donc c'est quand même quelque chose d'assez important, et on continue. Et parce que l'intérêt, c'est que évidemment, ce sont des bâtiments qui sont moins susceptibles de consommer de l'énergie parce que vous les avez isolés. Et donc, c'est pour les locataires, c'est des charges en moins. En fait, alors c'est cher à l'investissement, mais en fait, les deux parties s'y retrouvent dans l'exploitation du bâtiment. Tout à fait, c'est ce que je disais. L'exploitation, après, permet de diminuer les charges des locataires. Et ça, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, dans un contexte du logement qui est difficile, où on arrive effectivement à dire que le logement aujourd'hui, c'est régalien et c'est du pouvoir d'achat. Donc, c'est du pouvoir d'achat en plus pour nos locataires. Alors là, on parle de la rénovation, mais vous êtes aussi maître d'ouvrage, c'est-à-dire que vous construisez également des logements neufs. Vous en construisez à peu près combien par an d'ailleurs? Alors, l'objectif, c'est aujourd'hui à peu près 800 par an. Donc, on était un peu en dessous, mais bon, les 30 millions que nous avons émis de titres participatifs avec la Banque des Territoires a permis effectivement, va nous permettre de construire 1000 logements de plus, et puis d'en rénover aussi à peu près 350. Et sur cette période 2024-2026, on a à peu près entre 800 et 900 logements qu'on doit construire par an en plus. Et alors, quand vous construisez ces logements neufs, est-ce que vous avez un souci de décarboner, on va dire, l'acte de construire, hein? C'est-à-dire d'essayer d'utiliser des matériaux géosourcés, c'est-à-dire sourcés à proximité pour pas qu'ils traversent la moitié de la planète, biosourcés, c'est-à-dire utiliser des matériaux naturels. Est-ce que ça, c'est un souci en tant que maître d'ouvrage que vous avez? Complètement. De toute façon, tous nos nouveaux bâtiments sont de type BBC, donc basse consommation d'énergie. Et puis la décarbonation, elle se fait aussi avec les matériaux, mais vous l'avez parfaitement dit, il ne s'agit pas non plus d'aller chercher du bois ou des matériaux vertueux qui sont très très loin et qui coûtent finalement in fine beaucoup plus cher. Il s'agit de penser local et finalement de pouvoir essayer d'avoir une stratégie de consommer local pour atteindre ces objectifs. On va en parler tout à l'heure justement pour voir si les filières sont matures pour pouvoir répondre à la demande. Parce Elles que le sont parfois, mais elles ne sont pas toujours effectivement matures. ouais, c'est perfectible. Alors Julien Charpentier, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous êtes, je le rappelle, directeur régional chez De Mathieu et Bar. Alors peut-être un mot de présentation. Vous êtes un constructeur, on va dire polyvalent, c'est-à-dire que vous construisez tout ce qui peut être construit. Bah, écoutez, bonjour à tous. C'est un peu à l'image de notre groupe. C'est un groupe qui a plus de 160 ans d'existence, qui a toujours été indépendant, un groupe français, qui est une ETI, hein, une entreprise de taille intermédiaire, présente au national et international et qui a la particularité de couvrir un scope assez large sur l'acte de construire. Le métier originel était les travaux publics et le génie civil. S'y sont agrégés les métiers du bâtiment, puis une petite dizaine d'années, une filière spécialement dédiée à l'immobilier qui s'appelle De Mathieu Maire Immobilier. Et puis pour répondre aux enjeux contemporains, des métiers qui se développent aujourd'hui beaucoup autour de l'entretien, de la maintenance,
des lots techniques et évidemment de l'énergie pour en partie répondre aux questions qu'on se pose aujourd'hui autour de cette table ronde. C'est parfait. Vous êtes l'homme de la situation. Alors peut-être quelques mots d'illustration. Vous avez gagné une partie de la construction de la 3e ligne de métro, la ligne C. Et vous avez également construit un gros ensemble sur le CHU à Purpan, l'hôpital. Hein. Alors oui, c'est ce qui fait partie de notre activité à nous de Mathieu, mais qui se projette aussi dans l'activité plus globale de la fédération et de la profession que je représente. C'est-à-dire qu'on couvre effectivement un scope extrêmement large, comme je le disais, de toute la thématique qui était d'ailleurs abordée par Monsieur Serbe. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est une filière professionnelle qui est entre guillemets consommatrice de carbone parce que par essence, la nature voulant que nous construisions de nouvelles surfaces à destination des besoins de la cité, que ce soit du logement, que ce soit des ouvrages publics. On s'interroge également beaucoup au sein de nos filières professionnelles pour limiter notre impact sur l'environnement et d'avoir les meilleures réflexions professionnelles autour de ces thématiques, que ce soit dans la réno ou dans les nouveaux modes constructifs. Justement, avec votre casquette fédération du bâtiment, l'activité du bâtiment en général, c'est quel pourcentage en rénovation et en construction? Parce que souvent, on pense que le bâtiment, c'est construire, mais c'est beaucoup rénover aussi. Hein. Alors, pour ça, excusez-moi, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres, mais en 2022, sur la Haute-Garonne, tout le chiffre d'affaires de l'activité de la profession tournait à un peu plus de 4 milliards d'euros, c'est-à-dire l'intégralité des chiffres relatifs à de la construction, entretien, maintenance, neuf, TP, bâtiment, enfin la totalité de nos activités. Au sein de ces activités, la rénovation énergétique, puisque c'est de celle-là dont vous parliez il y a quelques instants, elle représentait plus de 550 millions d'euros d'activités réalisées. Donc c'est un marché qui est extrêmement significatif, mais qui, au sens de l'analyse qu'on peut en faire, est quand même malgré tout assez éloigné des enjeux qui, eux, ont été fixés soit politiquement, soit en matière de volume de bâtiments à réhabiliter. Donc il y a une petite dichotomie entre ces deux chiffres. Exactement. Alors on a vu que Toulouse Métropole Habitat a fait sa part de rénovation. En étiquette G, j'ai noté 11 700 logements sur la Haute-Garonne, c'est oui, ça qui peut même être poussé si vous prenez les F, c'est-à-dire ceux qui sont juste au-dessus, à plus de 55 000 logements, c'est-à-dire qu'on qualifie de passoires énergétiques. Donc c'est évidemment un chiffre qui est important. On peut quand même dire qu'en Haute-Garonne, on est quand même mieux que dans le reste de la France, parce que le pourcentage est plutôt de 8% en Haute-Garonne, alors qu'il est plutôt de près de 17% sur la France. Ouais. Pour autant, ça reste un chiffre qui est conséquent, duquel il faut que l'on se projette pour engager des travaux qui iraient dans le sens, encore une fois, de l'amélioration énergétique. Et là, pour aborder un peu plus cette thématique, c'est vrai que les bailleurs sociaux sont vraiment à la pointe de cet engagement, puisqu'ils ont une maîtrise complète du bâtiment, en fait. Exactement. Hein, ce qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre quand on est dans des copropriétés privées, où là, c'est le syndic de copropriété qui doit fédérer la totalité des copropriétaires pour engager des travaux qui eux-mêmes peuvent être durs à concevoir et à expliquer. Alors en France, l'État sollicite un objectif, c'est 700 000 rénovations lourdes. On parlera tout à l'heure de ce qu'est une rénovation lourde. Et en fait, on en fait 10%, 70 000. Donc vous, Fédération du bâtiment, vous dites oui, il y a un vrai marché, mais il est encore naissant. Il est naissant, il est porté, comme je le disais, par un certain nombre de locomotives comme le sont les bailleurs sociaux qui prennent leur part complète vraiment dans ces travaux et dans la capacité de réhabiliter leur parc. En revanche, le solde qu'on note entre vos deux chiffres, oui, effectivement, c'est une somme de complexité auquel la profession et les citoyens font face. C'est une demande normative qui est de plus en plus élevée, de plus en plus pointue, ce en quoi la profession aurait tendance à proposer aujourd'hui une pause normative, c'est-à-dire qu'on soit capable d'être un peu plus dans la maîtrise de ce qui nous est demandé, de ne pas aller dans des extrémités trop importantes. On est dans un cycle de fonctionnement et une activité qui est plutôt progressive. On passe rarement du 0 à 1 ou du 1 à 0, c'est pas binaire, donc les choses doivent se faire progressivement. Et puis, il faut structurer aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, mais je pense qu'on y reviendra, sur structurer des filières et être en capacité de réaliser ces objectifs qui sont effectivement très ambitieux. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi un secteur qu'on oublie parfois, c'est, on va dire, l'immobilier tertiaire, l'immobilier industriel. Il y a le décret tertiaire qui impose
on va dire, une trajectoire aux entreprises. Peut-être vous nous en dites un mot et où est-ce qu'on en est en Haute-Garonne? Alors, je pense qu'il faut le contextualiser. En fait, quand on parle effectivement de réhabilitation de cette filière-là, il faut vraiment voir deux entités différentes. Donc, le logement, dont on a parlé il y a quelques instants, et effectivement toute l'approche de toutes les surfaces construites autres, donc tertiaires. Et le décret tertiaire s'adapte et s'applique justement sur des bâtiments de plus de 1000 mètres carrés qui sont donc des hôtels, des bureaux, enfin tout autre bâtiment qui ne soit pas du logement. Et qui doivent baisser leur empreinte Absolument, carbone. par cliquet, puisque c'est moins 40% en 2030 et il y a d'autres enjeux encore plus ambitieux pour les années qui suivent. On a estimé qu'il y avait en Haute-Garonne plus de 10 500 000 mètres carrés qui seraient concernés par le décret tertiaire. Et pour autant, on constate que les travaux engagés sur ces 10 500 000 mètres carrés sont finalement, encore une fois, assez faibles par rapport à l'ambition initiale. C'est pourquoi la prise de l'horizon est trop loin. Les entreprises se disent bon ben j'ai jusqu'à 2030 voire 40. Je verrai ça à l'exercice suivant. Alors ça, c'est probablement un des éléments qui structure la réflexion des propriétaires de ces surfaces, mais il y a aussi, encore une fois, des exigences normatives qui sont extrêmement élevées. Pour le compte et pour le coup, dans le décret tertiaire, assez peu d'aides financières nationales ou locales. Pour engager les travaux. Voilà. Hein. Donc vous comprenez bien que quand il y a quand même une logique économique à travers la gestion de ces surfaces tertiaires, le coût des travaux qu'on estime pour des réhabilitations ou rénovations lourdes à près de 400 € du mètre carré doivent pouvoir être digérés dans le cadre d'un bilan global des travaux investis dans le bâtiment. Et là, on a le financier qui prend le pas sur l'approche économique et environnementale, et c'est probablement autour de ce triptyque qu'il faudrait réfléchir pour être plus incitatif et engager plus de travaux. Eh bien, on parle argent, alors du coup, on se tourne vers le banquier. Bienvenue Olivier Livrosé, vous êtes le directeur territorial Haute-Garonne et Ariège pour la Banque des Territoires, groupe Caisse des dépôts. Alors, on voit que c'est un peu le nerf de la guerre. Au final, on a tous envie de décarboner, personne n'a envie d'émettre volontairement du carbone dans l'atmosphère. Mais voilà, il y a parfois le mur de l'argent. Alors vous financez deux types d'acteurs pour la rénovation-construction. C'est essentiellement les collectivités publiques et les bailleurs sociaux. Vous nous en dites un mot? Oui, merci, bonjour à tous. Pour dire déjà effectivement d'où on parle et ce que nous faisons, effectivement, la Banque des Territoires, c'est à la fois une marque et une direction, une vieille institution d'un établissement public qui est inscrit dans l'intérêt général et qui est un établissement financier qui s'appelle la Caisse des dépôts et consignations. Et dans ce cadre-là, je prends un peu d'élan et je vais répondre précisément à la question. Le plan stratégique qui a été établi il y a maintenant un peu plus d'un an, qui est en continuité, nous donne 3 piliers d'action pour la Caisse des dépôts dans son ensemble. La souveraineté économique, c'est assez logique, la transformation écologique et la cohésion sociale et territoriale. Pour ce qui concerne l'action de la Banque des Territoires, donc c'est l'action auprès des bailleurs sociaux et auprès des collectivités locales. Voilà, il y a la réponse à la question. Pour nous, ce sont nos acteurs, nos interlocuteurs, nos partenaires, pour le dire aussi nos clients dans notre acte de financement. Évidemment, la cohésion sociale, une des illustrations, c'est qu'il faut loger les gens et il faut loger aussi les gens qui ont le moins de moyens. En ce, les bailleurs sociaux sont complètement dans nos clients et nos clients prioritaires. On est à une semaine du congrès HLM et on en reparlera encore plus fortement à cette occasion. Et pour ce faire, et pour répondre à votre question complètement, on s'inscrit évidemment vers cette clientèle-là, mais aussi vers la clientèle, vers le secteur des acteurs publics locaux, des collectivités, pour dire simplement le bloc communal, départemental et régional, dans les financements sous forme de prêts essentiellement, pour les aider à investir et à compenser, pour partie seulement, les surcoûts que génère une adaptation du parc immobilier à la stratégie nationale bas carbone. Je crois que l'acronyme n'a pas été encore cité, mais dans l'Union européenne, qui est en actualité en ce moment, il y a un pacte vert. Il a été un peu contesté ces derniers mois, mais néanmoins, il oriente. Et cette stratégie nationale bas carbone, c'est une ambition
Et comment le dire, on va peut-être devoir, ça a déjà été un peu dit, le chemin est dessiné. Par contre, la vitesse à laquelle nous le parcourons tous collectivement, tous les acteurs, doit être singulièrement accélérée. Oui. Et c'est l'ambition de la Caisse des dépôts et de la Banque des territoires que d'apporter sa contribution à cette faculté d'accélération en améliorant les caractéristiques financières, tout simplement, des prêts quand ils sont vertueux écologiquement. Alors, vous l'avez dit, vous aidez les collectivités à financer les actions de réhabilitation, de rénovation énergétique, parce que c'est quand même des coûts assez considérables. On parlait de 500 € le mètre carré. Et quand on est une collectivité, des bâtiments publics, on en a beaucoup. On a des écoles, on a des gymnases, on a plein de salles à rénover. Et donc, vous proposez quoi? Est-ce qu'il y a un coup de pouce? Est-ce que parce que je fais la réhabilitation verte, j'ai un petit coup de pouce de la Banque des territoires? Alors, la réponse est oui, évidemment. Et pour le dire de façon, déjà, pour prendre toujours un peu de recul, il est important de commencer par ce qui est le plus significatif. Clairement, dans la décarbonation de l'acte du bâtiment, de l'immobilier, c'est bien la réhabilitation qui est sans commune mesure plus efficace que la construction neuve. Oui. Même s'il faut être vertueux partout, évidemment, mais c'est important de garder les ordres de grandeur et c'est bien sûr la réhabilitation qu'on se rapprochera ou non de la stratégie et de la trajectoire bas carbone. Parce Donc qu'il il faut absolument réhabiliter et réhabiliter très fort, très vite. Réhabiliter l'ancien plutôt que construire du neuf, parce que le neuf est plus émetteur. Ça dépend des techniques constructives qu'on utilise. En fait, c'est à peine plus subtil que ça, si je puis me permettre. Il faut les deux, évidemment, parce qu'il faut répondre aux besoins de développement et participer à une forme de croissance. Mais évidemment, déjà, les normes de base de l'acte de construction actuel sont performantes et sans commune mesure avec la performance moyenne. Donc, si on veut avoir ce delta d'émissions de gaz à effet de serre, c'est bien sûr là où ça émet le plus, c'est-à-dire le parc d'habitat construit majoritairement avant les premières normes des années 70, 1970 je précise, que ça se passe. Donc c'est bien là qu'il faut travailler. Et à cet égard, d'ailleurs, les bailleurs sociaux sont absolument remarquables dans leur anticipation avant même que la stratégie nationale bas carbone existe. Pour répondre à votre question sur la dimension des collectivités locales, ce parc tertiaire, on a à peu près, c'est l'ADEME qui a sorti un chiffre de 973 millions de mètres carrés tertiaires en France à réhabiliter, évidemment, parce que tout est à réhabiliter pratiquement. Il y a une part très significative qui est sous maîtrise d'ouvrage public. C'est, oui, vous l'avez dit, beaucoup les écoles, par exemple. Et on a, en lien avec l'État, évidemment, ciblé spécifiquement sur les écoles, tout en excluant rien du reste, mais en disant les écoles, il y en a partout en France. Quand on a la chance d'avoir des enfants, on les y a amenés et on a vu l'état. Et on voit que maintenant, il y a des questions qui se posent. Quand il fait très chaud en juin, comment les enfants apprennent, continuent à vivre dans les écoles, ou quand il fait très froid. Donc du coup, on a proposé tout un programme qui va aller de l'accompagnement de la banque de données, banque d'expérience. C'est gratuit pour les collectivités, il suffit qu'elles aient un projet, qu'elles nous le disent, pour s'inspirer des expériences les plus édifiantes. Et puis, pour répondre à la question, parce qu'effectivement, il y a toujours un peu d'argent quelque part. Et oui, quand même, il faut payer. On fait des prêts, et on fait des prêts peu chers, dont le taux est décoté par rapport aux prêts standards que nous faisons aux collectivités locales. Alors, il est décoté de combien? Voilà. Alors, nous, on a la chance, et c'est une force, parce qu'on fait des prêts longs, de s'appuyer sur une ressource auquel on contribue presque tous les Français, c'est le livret A. Donc, pour donner l'illustration, on parle souvent du taux du livret A à 3%, plus ou moins, parfois moins, mais là, c'est plus, une petite marge. Alors, pour les collectivités, c'est livret A plus 60 points de base quand ils font des opérations 0,6%, pardon, quand ils font des opérations vertueuses pour la transformation, la cohésion sociale. Quand il s'agit de dire pour la transformation écologique, c'est plus 0,4%. Donc on fait un effort d'un tiers de la marge
pour ces actions-là. Et quand vous accordez ces financements, est-ce que vous avez des exigences sur les économies d'émissions de gaz à effet de serre qui seront générées par ces travaux? Oui. Oui. Eh oui. Et vous les mesurez? Comment ça se passe? C'est pas pour le plaisir d'être pénible, certains pourront nous en faire le reproche, mais c'est juste parce qu'on sait bien qu'une fois qu'un objet est réhabilité, évidemment, quand on est le maire de sa commune, on va dire c'est fait et on ne va pas y revenir dans le mandat suivant ni dans le mandat d'après. Donc il faut que ça soit bien fait, il faut que les gains soient significatifs. Et puis il y a une question d'urgence à gagner rapidement des tonnes de CO2 émis. Et donc du coup, pour le dire, le gain minimum, c'est 30%. 30%. Ouais. Et alors, comme disait Bertrand Serbe tout à l'heure, un bâtiment rénové, il est moins cher à exploiter puisqu'on chauffe moins, on climatise moins peut-être aussi. Donc ça veut dire que ça génère des économies et ces économies vont permettre à la collectivité de financer une partie des travaux. Vous avez un produit comme ça? On croirait qu'on a pu préparer cette Non. intervention. Non. Oui, assez précisément. Alors déjà, c'est pas nous qui avons inventé cette idée-là, c'est les universitaires allemands dans la fin des années 90. Typiquement, non seulement il y a un intérêt vertueux pour la planète, mais globalement, pour un certain nombre de dépenses, et toutes ne sont pas encore réalisées très loin de là, il y a plein de dépenses qui ont des retours sur investissement assez rapides. Typiquement, quand on met des thermostats, quand on intervient, quand on change même les chaudières, alors ça coûte un peu cher, mais pas énormément par rapport à une réhabilitation complète, il y a des effets massifs et assez rapides. Et ce gain-là, plutôt que de l'autofinancer dès le départ, parce que les collectivités n'en ont pas toujours la disponibilité, l'épargne nette disponible pour faire ces travaux, nous, ce qu'on dit, c'est donnez-nous les études, on regarde le gain, on le chiffre, et on vous prête pas cher l'argent pour financer, pour lancer les travaux, pour qu'il n'y ait pas de frein de mur ou de murer, parce que parfois ce n'est pas forcément des grosses sommes, mais de murer de l'investissement. Et ce dispositif, pour donner son nom, ça s'appelle l'intracting. C'est un néologisme internal et contracting pour permettre de globaliser les effets de retour et de les rendre assez irréversibles. Pour vous donner l'ordre d'idée, parce qu'il faut donner des chiffres de temps en temps, j'ai donné un taux livret A plus quelque chose. Là, on fait des taux fixes. C'est sur des durées plus courtes. C'est une quinzaine d'années, 13 ans au maximum. Le taux du mois de septembre pour ce prêt-là, pour les collectivités, c'est 1,78%. Ah, donc c'est vraiment, enfin bon, en ce moment, c'est pas cher. Pour ceux qui ont des références, c'est vraiment très très peu cher. Donc on a envie de dire aux collectivités, si vous avez un peu de patrimoine sur lequel vous avez déjà la vision, ou si vous voulez qu'on travaille sur cette vision pour lancer tout de suite des travaux, venez nous voir. Bon, alors le message est passé. Alors Bertrand Serpe, on voit, ça, avant de parler de l'aménagement, on va s'arrêter un moment sur le financement de ces grands projets de rénovation. Vous avez financé, vous n'avez pas fait appel à Intracting, mais vous avez utilisé un autre montage. Vous avez émis des titres participatifs. Expliquez-nous un petit peu cette opération d'envergure. Alors, on avait déjà commencé il y a 4 ans avec la métropole, puisqu'on avait fait 13,5 millions de titres participatifs, qui nous a permis effectivement de réhabiliter, de rénover, comme on vient de l'expliquer. Et puis, tout récemment, avec la Banque des Territoires, on a signé 30 millions. Et comme je l'ai dit, ces titres participatifs, sous les 3500 logements qu'on a dans la globalité, vont nous permettre à peu près de construire 1000 logements et de réhabiliter 350. Donc, c'est assez puissant comme levier. Et c'est un... Alors, évidemment, tout le monde peut-être ne peut pas contracter ces titres parce que c'est une négociation aussi avec la Banque des Territoires. On avait demandé un peu plus, mais on a eu un peu moins. Mais bon, il faut toujours demander plus pour voir moins. C'est toujours ça, un peu. Mais c'est important pour un office comme le nôtre de pouvoir effectivement compter sur des partenaires comme la Banque des Territoires institutionnels, tout en gardant quand même notre indépendance au titre d'office public d'HLM, parce qu'on y tient beaucoup là-dessus.
Et puis, l'important, je crois que ce qui a guidé aussi notre décision, et c'est aussi de se dire, et nous, l'intérêt que nous avons, c'est effectivement l'intérêt de nos locataires. Et les locataires, c'est effectivement des charges en moins, et c'est la possibilité de pouvoir, à la fin du mois, avoir plus de pouvoir d'achat. Vous avez quantifié à peu près le gain après une rénovation d'un immeuble? Combien le locataire il économise en charge? Non, mais ça peut être. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça peut être conséquent. Parce que vous savez, ce sont les locataires en général ont des revenus assez modestes, les locataires HLM, et du coup, ça peut être 10 ou une dizaine d'euros en moins chaque mois. Donc, oui. ça peut compter, effectivement. Ouais. Et puis, il y a aussi d'autres méthodes, bien sûr, pour diminuer ces charges. Mais quand on parlait d'énergie, par exemple, quand on fait appel au réseau de chaleur urbaine de la métropole, et qui nous permet effectivement d'avoir de l'énergie beaucoup moins chère, ou du photovoltaïque qui permet dans nos nouvelles résidences d'atténuer les charges, par exemple, pour les ascenseurs. Alors tout ça, ce sont comment dirais-je, des outils qui nous permettent effectivement d'atténuer ces charges de nos locataires, mais c'est quelque chose qui est assez récent, mais qui, quand on regarde ce qui se passe un peu dans le monde entier, par exemple en Asie, à Singapour, il y a longtemps, dans le cadre des Smart Cities, qui récupèrent l'eau de pluie, qui permettent pour arroser, par exemple, les jardins, qu'ils ont du photovoltaïque sur les toits, qu'ils utilisent des canopées pour les îlots de chaleur, pour pour atténuer la chaleur l'été. Donc ces grandes canopées qu'on a commencé à installer à Toulouse, notamment à Saint-Cyprien. Mais toutes ces petites, comme disait Olivier, toutes ces petites, comment dirais-je, solutions d'innovation maintenant deviennent presque des standards et permettent effectivement d'avoir des immeubles qui sont plus, ce qu'on appelle le confort d'été, qui sont plus rafraîchis et qui sont moins énergivores aussi. Plus agréable à vivre. Et plus agréable à vivre. Ouais, tout Voilà. simplement. Alors, Romain Champy, merci de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous représentez Opidea, vous êtes le directeur de l'aménagement et des transitions. Alors, un mot, Opidea, les professionnels de l'immobilier vous connaissent par cœur, mais le grand public un peu moins. Vous êtes l'aménageur, on va dire, de référence de Toulouse Métropole. Bonjour. Alors, je suis directeur de l'aménagement d'Opidea Europolia. Europolia, Oui, les deux. aussi. Oui, Europolia. Et effectivement, on agit au nom et pour le compte de la collectivité, qui est notre principal actionnaire, Toulouse Métropole. Donc, on est un acteur public de l'aménagement et on réalise pour la métropole de Toulouse une vingtaine de quartiers d'opérations d'aménagement qui sont soit des opérations denses de mixité programmatique, soit des opérations à dominante d'activité économique. Voilà. Donc, on a plusieurs opérations, une vingtaine aujourd'hui en cours de réalisation. Peut-être on peut citer déjà dans les réalisations passées La cartoucherie, voilà. Matabio, Ampalo, Bordeaux Rouge, Toulouse Aérospace. Toulouse Aérospace, voilà, Ouais. ça parlera Mallepère, aux c'est auditeurs. vous aussi? Mallepère, c'est nous aussi. Mallepère, parce qu'on voit ces quartiers grandir, naître et se développer, et puis avec des standards qui sont un peu différents des standards d'il y a quelques années. Donc vous allez nous expliquer comment, en tant qu'aménageur, on peut avoir... Est-ce que déjà vous êtes doté d'une feuille de route bas carbone chez Opidea Europolia? Alors oui, ça existe. On a une feuille de route de décarbonation. Alors on ne l'appelle pas comme ça. Ça s'appelle les engagements pour le climat, puisqu'on cherche à tenir un peu ce que vous disiez, Monsieur Serbe, les deux enjeux, c'est-à-dire à la fois la question de l'atténuation, de la décarbonation, mais aussi la question de l'adaptation au changement climatique. Et on pense qu'il faut traiter ces deux sujets si on veut réussir les quartiers demain. C'est-à-dire à la fois avoir une neutralité carbone à terme, mais aussi des quartiers qui sont vivables dans un climat qui va dériver et avec des horizons 2050-2100 qui sont préoccupants. Donc il faut qu'on arrive à tenir ces deux sujets-là. Alors ces deux sujets, est-ce que vous êtes fixé un objectif sur la façon d'aménager en 2024 versus le passé? Est-ce que vous devez diminuer de 10, 20, 30% les gaz à émissions, les émissions de gaz à effet de serre, pardon? Alors, il y a plein de manières de répondre à votre question. Peut-être une sorte de grand élément de principe, c'est-à-dire quand on pose la question de l'aménagement et la question du carbone dans l'aménagement, on va dézoomer un peu par rapport à la performance technique du bâtiment et on va essayer d'inscrire le bilan carbone dans les conditions de vie urbaine d'un quartier. Donc, on va faire une analyse qui est beaucoup plus macro, qui reste quantifiable. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que par rapport à d'autres enjeux environnementaux, on peut être sur des questions plus qualitatives, où on ne va pas avoir d'indicateur clé. Là, on a un indicateur clé qui est le poids carbone de ce qu'on fait. Et on a des méthodes qui sont aujourd'hui très éprouvées, qui sont pilotées par l'ADEME, avec des logiciels qui existent et des organisations qui nous aident. On a un partenariat avec Efficacity
et un logiciel qui s'appelle UrbanPrint qui nous permet de faire des bilans carbone à l'échelle de nos opérations d'aménagement. C'est un travail long, c'est un processus fastidieux, mais aujourd'hui, on a à peu près 7 opérations qui ont fait l'objet de bilans carbone, des petites, entre guillemets, opérations et des très grosses opérations, des opérations qui sont plutôt en seconde couronne, des opérations en centralité, et on est capable de mesurer l'incidence des choix stratégiques qui ont été faits avec la collectivité sur les orientations d'aménagement par rapport à cet enjeu de décarbonation. Et ce qui est très intéressant, c'est, je rejoins votre propos sur la part relative entre l'extension, la construction, on va dire neuve, et la réhabilitation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des niveaux de performance qui nous permettent d'être déjà dans la trajectoire de décarbonation. Quand on fait les calculs du bilan carbone sur la cartoucherie, sur Toulouse Aerospace ou sur Matabio, qui sont des opérations qui entraînent un certain nombre de conditions que je pourrais énumérer après, on constate, quand on ramène à l'équivalent usagé, qu'on est déjà dans les 2 tonnes, en fait. Ah oui. Quand on vit dans le quartier, à cartoucherie, on émet 1 tonne. Puis après, il y a d'autres émissions, d'autres facteurs d'émission. On utilise des services publics qui ne sont pas dans le quartier. On voyage. Alors là, on ne contrôle pas, bien sûr, ces déterminants. Mais pour les déterminants qu'on contrôle, c'est-à-dire se loger, la vie du quotidien, les loisirs du quotidien, on est capable de faire des bilans carbone et on constate que ces bilans carbone sont très encourageants puisqu'on est au niveau des 1 tonne par équivalent usagé. Alors, Donc la ville qu'on produit aujourd'hui est une ville conforme à la SNBC. Ça, c'est très important. Et quand on est en dehors de ces zones aménagées, on émet plutôt combien? C'est le double? Non, c'est pas le double, c'est 20 à 30% en plus. Et alors, ça tient à des facteurs de mutualisation, de foisonnement et de densité. Voilà. Comment on réduit l'empreinte carbone? Comment on réduit l'empreinte carbone? Alors déjà, la question du réseau de chaleur, elle est fondamentale. Ces 3 opérations ont des réseaux de chaleur avec des taux de couverture en énergie renouvelable considérables. Donc le réseau de chaleur, on le rappelle, c'est l'incinérateur, l'unité de valorisation énergétique, l'incinérateur de Toulouse-Mirail qui brûle des ordures et qui génère de la chaleur et qui est diffusée dans les quartiers pour une chaleur à moindre coût. Voilà, et donc ça, c'est d'une certaine manière un service qu'on amène auprès des opérateurs immobiliers qui vont pouvoir se pluguer sur ce réseau de chaleur et atteindre des objectifs de décarbonation plus rapidement, plus facilement. Donc la question du réseau de chaleur, c'est fondamental. Et on voit bien qu'on peut déployer ce type de solutions techniques qui ont un coût à partir du moment où on est capable de raccorder ces réseaux de chaleur à un certain nombre d'unités de logement importants. Donc il y a l'enjeu de la densité là. Donc premier facteur, la question énergétique. Deuxième facteur, la question des mobilités. Qu'on ne contrôle pas forcément nous en tant qu'aménageurs. On ne décide pas des lignes de métro. Par contre, les choix stratégiques, le choix stratégique de la métropole qui est de dire on va faire les quartiers là où on fait les transports en commun, c'est un choix qui a un impact direct sur les bilans carbone des opérations d'aménagement. Et on voit qu'avec un quartier comme la Cartoucherie, qui est bien placé, ou demain Matabio, avec une offre de transport en commun qui sera inégalée à l'échelle de la métropole, on réduit considérablement le poids carbone de ces opérations. Puis après, il y a un certain nombre de sujets techniques peut-être un peu plus précis, mais qui ont aussi leur importance. Ça va être des enjeux de foisonnement, de mutualisation du stationnement, des équilibres des blés-remblés. Grosso modo, toute une série de petits leviers qui consistent à dire qu'il faut faire un peu moins de choses, amener un peu moins de matérialité, bouger un peu moins de terre. Tout ça, ça a un impact carbone. Et donc, on cherche à gratter des économies de projets qui vont avoir un effet à terme sur le bilan carbone. Alors, vous l'avez évoqué d'un mot, la densification, c'est un mot qui peut faire peur, notamment dans une ville qui a une tradition de construction assez basse. Est-ce que justement cette densification, qui est un peu liée au ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est un levier majeur pour décarboner, c'est-à-dire essayer de regrouper des gens sur une surface plus réduite? Oui, moi j'ai la conviction que c'est un levier majeur. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, parce que pendant très longtemps, il y a eu un débat entre le monde rural et l'urbanité qui serait plus consommateur de CO2. Et ce débat était un peu faussé par des bilans carbone qui comparaient un peu des choux et des carottes. Si on compare des modes de vie à peu près équivalents, on constate qu'en ville, on a une mode de vie moins carbonée que dans le périurbain ou à la campagne. Ceci dit, il faut remplir les conditions que j'ai énoncées avant. C'est-à-dire qu'il faut des réseaux énergétiques, il faut des transports en commun. Si on n'a pas ces 2 leviers-là, on fait mieux sur la performance technique du bâtiment, mais c'est les opérateurs qui le portent. On ne fera pas mieux sur le bilan carbone du quartier. Et alors justement, quand vous êtes opérateur d'une ZAC, une zone d'aménagement concerté, est-ce que vous avez imposé un cahier des charges aux opérateurs qui voudraient construire sur un îlot des bâtiments? Est-ce que vous avez des spécificités particulières en tant qu'aménageur?
Oui, 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 on a des spécificités. Alors, la première logique qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est un effet important, c'est que on ne met pas en concurrence les opérateurs sur le prix. Donc, on fixe un prix avec des comptes à rebours qu'on a construits avec les opérateurs immobiliers, l'historique qu'on connaît des enjeux urbains, qui est un prix généralement en deçà des prix qu'on constate dans le diffus. C'est-à-dire que les valeurs foncières d'acquisition des fonciers d'une opération d'aménagement sont inférieures aux valeurs foncières qu'un opérateur immobilier va pouvoir développer quand il achète 3 maisons dans le tissu déjà constitué. Donc ça laisse peut-être plus de possibilités C'est pour ça. investir sur la décarbonation. Voilà, tout à Voilà. fait. Donc on crée finalement des capacités d'investissement et on va piloter avec les opérateurs immobiliers ces investissements-là. Et la grande logique d'action qu'on a eue depuis maintenant une petite dizaine d'années, c'est de dire qu'on essaye d'anticiper les réglementations environnementales. Il y avait avant la réglementation thermique qui a couru jusqu'en 2022, qui était une réglementation, elle était très importante notamment pour les logiques d'évitement énergétique, mais qui n'intégrait pas totalement un score carbone. Il n'y avait pas de score carbone dans cette réglementation thermique. Et en 2022, il y a eu la RE 2020 qui a intégré une nouvelle manière de compter, de classer, de percevoir les opérations immobilières en intégrant ce critère carbone et d'autres critères aussi, notamment d'adaptation au changement climatique. Et on a fait en sorte, depuis 2018, d'anticiper ça. C'est-à-dire qu'on a bossé avec des certificateurs et on a fait en sorte que les opérations immobilières qui sortaient dans nos opérations d'aménagement soient déjà calées sur la RE 2020. Donc on avait des anticipations de seuil qui étaient validées par des certificateurs et les opérateurs immobiliers ont joué le jeu. Ce qui a permis de préparer le territoire à des montées en compétences au fil de l'eau et de vivre finalement les évolutions de réglementation, pas comme un couperet, mais comme un obstacle sur lequel on est déjà préparé. Ça, on l'a fait pour préparer la réglementation environnementale et on le fait encore aujourd'hui avec la réglementation environnementale, puisque l'industrie du bâtiment neuf est une industrie vertueuse, mais elle a encore des efforts à faire et la trajectoire est difficile et compliquée. C'est pour ça qu'on parle éventuellement de pause sur les critères. Quoi qu'il en soit, nous, dans les opérations immobilières qu'on pilote aujourd'hui avec les promoteurs, on cherche à anticiper les seuils de demain. Donc pendant 3 ans, de 2022 à 2024, on a anticipé le seuil 25 qui doit s'instaurer en 25. Ah, déjà, vous avez toujours un petit coup d'avance. Oui, et les opérateurs, que ce soit le bailleur social ou un TMH, qui est un opérateur très important pour les opérations d'aménagement, joue le jeu et contribue finalement à cet effort-là. Alors, on viendra avec vous, Julien. Bertrand Serpe, une réaction peut-être. Cartoucherie TMH est présent. Vous êtes présent dans beaucoup de zones aménagées par Europolia, Opidea Europolia. Ça aussi, c'est des ambitions qui rejoignent les vôtres. Construire moins carboné et avec toujours un petit temps d'avance. En tant que maître d'ouvrage, comment vous voyez ces opérations neuves? Écoutez, l'anticipation, c'est vraiment le seuil de réussite, quoi. Enfin, si on n'anticipe pas, c'est comme vous disiez avec la R 2020 sur 2025, on aura effectivement des résultats moindres. C'est ce qu'on a fait, nous, dans tout ce qu'on a jusqu'à présent prévu de construire. Alors, on va construire sur la cartoucherie, effectivement, en maîtrise d'ouvrage direct, 65 le logement, donc avec des spécificités qu'on a effectivement évoquées qui permettront effectivement d'atteindre ces seuils. Et c'est toujours dans cette prospective qu'il faut travailler. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce projet de la cartoucherie, c'est un très beau projet, le grand challenge de la 3e tranche, où à l'époque, j'ai été maire pendant 4 ans, on a fait décider des projets qui vont être établis avec ce que disait le maire, finalement, construire la ville sur la ville, essayer de faire comprendre qu'il faut monter un petit peu. Le résultat est plutôt réussi. On voit que la densification est possible. La densification est possible, mais à condition que l'on puisse autour construire avoir des espaces verts. Et là, on part d'1 hectare. Donc, en fait, on a troqué finalement un peu de densité montée en étage avec des espaces verts et 1 hectare de parc qui fera résonance au parc du Barry, qui est à l'autre extrémité de la cartoucherie. Donc, ça a extrêmement de sens pour la population, pour les citoyens. Et quand on a fait des consultations avec les citoyens qui habitent le quartier, on a tout de suite vu que ça a été accepté dès les premiers dires. Donc finalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
ces sujets de décarbonation sont primordiaux. Aujourd'hui, la Banque des territoires nous aide bien effectivement les collectivités, et merci, pour essayer d'obtenir ces objectifs, mais je pense qu'il y a encore des marges de progression. Et là, on attend beaucoup effectivement du nouveau gouvernement et j'espère du nouveau ministre, en tout cas au logement, qui puisse pouvoir pousser dans ce sens. Écoutez, il y a le congrès de l'USH la semaine prochaine où beaucoup d'acteurs qui sont ici présents seront. Donc j'espère qu'on aura un nouvel interlocuteur et qu'il pourra prendre à corps ces sujets. En tout cas, moi, j'écoute un peu dans les médias, beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques aujourd'hui parlent du logement comme d'un sujet régalien qu'il faut absolument promouvoir parce que c'est du pouvoir d'achat et c'est du quotidien de nos citoyens. Alors Olivier Livrosé, je rebondis sur ce que dit Bertrand Serpe. Est-ce que qui fait appel au financement de la Banque des territoires, est-ce que les collectivités sont vraiment en marche sur ce sujet? Est-ce qu'elles investissent dans la rénovation de leur bâti public ou c'est encore timoré? Quelle est votre vision, vous qui suivez Ariège et Haute-Garonne? Alors, timoré serait sans doute un terme que je n'utiliserai pas parce que c'est le journaliste qui l'utilise. Ça monte en puissance. À chaque fois qu'on croise un élu ou ses services, cette question, parce qu'on déjà on la pose, mais de toute manière, elle vient spontanément dans la réflexion, dans la capacité des plans d'investissement des collectivités locales. Et très clairement, la question, c'est le passage à l'effectivité. Oui. C'est que les études, elles sont là, elles sont présentes, il n'y a pas beaucoup de doutes sur ce qu'il faut faire, on le voit tous. Il y a des vrais sujets de coûts et de capacité de réponse des filières. Hein. C'est que, à un moment donné, on va sans doute en reparler. Mais ce passage à l'effectivité, il est freiné par plein de choses. Il est freiné, et on va tous en prendre notre part, mais nous y compris, sur des formes de complexité, de mesures, parce que c'est des sujets éminemment techniques et qu'on n'est pas juste un banquier qui faisons un chèque. On est un établissement financier public et on demande des documents techniques qu'on essaye d'analyser pour voir ceci. Et parfois, c'est jugé comme un peu une charge administrative avant de passer le pas. Mais ce n'est pas ça l'essentiel du problème. C'est une gestion budgétaire publique qui est très compliquée, très contrainte. Et nous sommes de ces établissements qui disons, il n'y a pas de choix. Il faut investir et il faut investir massivement maintenant. Donc pour trouver ces latitudes, il faut faire des économies là où c'est possible dans des éléments de fonctionnement. Et puis surtout, il faut étaler la charge de remboursement au plus long. Et c'est pour ça qu'on se positionne sur des prêts, alors pour les bailleurs sociaux évidemment, mais pour les collectivités aussi, singulièrement longs. Vous allez jusqu'à quelle échelle? C'est une bonne question, merci. Et ça me donne l'occasion de préciser quelque chose sur les vis-à-vis des aménageurs et d'Opidea Europolia en première intention, excellent aménageur toulousain. C'est celui de l'intervention de la maîtrise du foncier et de commencer à pouvoir retravailler sur le foncier déjà existant, le traitement des friches pour rendre les choses explicites. C'est-à-dire qu'une manière de gagner de l'émission carbone dans l'acte de construction, c'est de ne pas tout reconstruire et de ne pas réimperméabiliser des nouvelles zones et de travailler sur des bâtis qui sont déqualifiés, quitte à en démolir une très large partie et à réinvestir dessus. Donc pour ça, et d'ailleurs sur la cartoucherie, qui était une friche à l'origine, c'était le GIAT une friche industrielle, et on l'a fait avec plaisir à Opidea, on met en place des financements de portage foncier, ça s'appelle du Gaïa, le nom est évocateur, pour permettre de porter ce foncier pendant le temps de dépollution, de travail, de remise sur le marché. C'est des temps très longs. C'est 5, 10, parfois 15 ans qui sont nécessaires à ce moment-là. Et je ne vais pas rentrer dans le technique, mais le profil de ce prêt-là permet de ne payer, de ne le rembourser que quand le foncier est vendu, remis sur le marché. Donc ça permet d'avoir ce temps de gestion pour les zones d'habitat, mais aussi pour le tissu industriel qui sont hautement nécessaires en France. Et un temps qui permet parfois de changer les documents d'urbanisme, de rendre les zones plus constructibles, de revoir la densification, d'avoir ces éléments. Deuxième élément, ça a été dit, et ça me semble assez fondamental, et là pour le coup on a évoqué l'ADEME, et notamment qui accompagne Opidea Europolia, mais on travaille aussi évidemment beaucoup avec l'ADEME,
et notamment dans un prêt qui est très peu connu, mais qui, voilà, on l'a évoqué, dans la réhabilitation du parc social. Alors, on fait des prêts très peu chers. Enfin, je ne développe pas ici parce que, j'allais dire, ceux qui en connaissent le savent parfaitement et on va en reparler au moment du congrès HLM. Des prêts très bonifiés pour les réhabilitations efficaces des bailleurs sociaux. Mais il y a un prêt qui est très peu connu. Il a un petit nom bizarre. Il s'appelle Adaptéo. On l'a fait avec l'ADEME. Le but, c'est de financer les coûts de changement de vecteur énergétique. Alors, vecteur énergétique, c'est un truc un peu bizarre. En gros, c'est de remplacer les chaudières à gaz qui sont un peu présentes partout, soit par du chauffage branché sur une énergie renouvelable, décarbonée, soit et surtout, c'est pour ça que j'en Le parle, réseau de chaleur. pour les réseaux de chaleur. Ouais. Voilà, parce que ça, quand on a un réseau de chaleur, il y a des sous-stations, enfin des éléments techniques qui ont des coûts pas tout à fait négligeables dans la réhabilitation, et on a fait un prêt là aussi très très bonifié dans le temps pour permettre ce financement-là. Alors, Romain, justement, je rebondis sur construire sur des friches industrielles. Je sais que dans la feuille de route de décarbonation nationale de l'aménagement, il y a un chapitre qui traite du construire sur le déjà là, c'est-à-dire l'existant. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est une source d'économie de carbone? Oui, clairement, oui, oui, oui. Alors, sous les conditions que vous énonciez, c'est-à-dire qu'il faut, il faut se poser la question du patrimoine existant dans le déjà là, sa reconversion, sa démolition, à quel coût. Donc les calculs, ils peuvent être compliqués. Mais effectivement, refaire la ville sur la ville, c'est la densifier et c'est permettre l'ensemble des foisonnements et des mutualisations qui rendent possible la décarbonation sur les réseaux de chaleur, sur le stationnement, sur la mobilité. Ça, c'est primordial. Après, il y a la question des puits carbone et du respect des ENAF. Il y a aussi cet enjeu-là, c'est-à-dire que ce qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que la consommation foncière, l'extension de champs agricoles, voire de forêts, enfin c'est pas le cas bien entendu, mais ça va impacter les puits carbone qui sont nécessaires à la tenue à l'échelle nationale de la trajectoire de décarbonation. Donc il faut agir sur les deux enjeux. À une échelle d'opération d'aménagement, les puits carbone, c'est pas si important que ça, hein. Ce qui est plus important, c'est d'avoir un système énergétique qui fonctionne et de la mobilité décarbonée. C'est ça les deux leviers majeurs. Les deux leviers majeurs. Très bien. Alors, Julien Charpentier, on a beaucoup parlé de réhabilitation. On a parlé aussi de la difficulté des maîtres d'ouvrage parfois à trouver les filières nécessaires pour construire bas carbone. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui? Est-ce que le secteur du bâtiment est prêt? Est-ce qu'il a les ressources? Est-ce qu'il a les compétences? Parce que j'imagine que construire un immeuble au Saturbois, ce n'est pas les mêmes compétences que quand on met du béton. Comment se situe la filière? Alors, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on ne sache pas faire dans notre filière professionnelle. Après, tout est une question d'approche technique et de savoir-faire et puis d'environnement normatif, en fait. Je ne vais pas faire beaucoup d'écho à ce qui a été dit, mais beaucoup de choses ont été dites tout à l'heure. Et je pense qu'en fait, la principale des démarches dans laquelle on se pose plus ou moins tous, c'est la démarche ERC, hein, qui consiste à dire éviter, réduire, compenser. Donc on l'entend quasiment dans toutes les orientations des prises de parole lors de cette table ronde. Donc oui, nous, on va savoir compenser, puisque c'est de ça dont on parle, avec des filières de matériaux plutôt biosourcés, puisque c'est bien de ça dont on parle. En revanche, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, notre profession, elle ne va pas passer du tout au tout. Et que je parle de la nôtre, mais je parle aussi des demandes des maîtrises d'ouvrage et puis des aménageurs. On ne va pas se dire, tiens, on va construire tout en bois. Du jour au lendemain, on va s'exonérer du béton, on va passer au tout en bois. Déjà parce que je pense que financièrement, techniquement, normativement, il y a déjà tout un tas de, on va pas dire de haies infranchissables, mais malgré tout d'obstacles à s'attaquer, à franchir. Donc il faudra qu'on le fasse collectivement. Et puis effectivement, parce que comme vous le disiez, toutes les filières ne sont pas aujourd'hui suffisamment matures pour faire face à une demande aussi importante de changement de mode de réflexion et d'échelle. Ouais. Et le bois en est un excellent exemple, parce que si on devait aujourd'hui construire tout ce que l'on construit en béton en bois,
je pense qu'on ferait face à beaucoup de problématiques qui amèneraient probablement à ce qu'on soit obligé de faire venir du bois. Alors là même qu'à partir du moment où très on loin, en utilise plus, du ouais. bois, mais qu'on le fait venir de très loin, le bénéfice carbone, il commence à en prendre un petit coup dans l'aile, quoi. Donc la filière, il faut qu'elle se structure. On y travaille, je pense collectivement, hein, puisque tous les acteurs s'y penchent. On parle notamment de ces filières de matériaux biosourcés, mais on pourrait aussi parler On de peut en celles. citer quelques-uns. Bon, le bois, évidemment. Il y a Le quoi bois, après, il y a ce qui va être intéressant dans la décarbonation, dans ce qui a été dit sur la RE 2020 et autres, c'est de pouvoir avoir vraiment mobiliser de la biomasse végétale ou animale. Donc, alors la biomasse animale, c'est-à-dire la laine de mouton, les plumes de canard, peuvent être utilisées dans l'isolation. En revanche, elles nécessitent des traitements chimiques Ah oui. pour leur stabilité dans le temps, pour éviter le pourrissement, qui font qu'il est quand même assez difficile d'avoir un plein bénéfice carbone Oui. sur ces matériaux-là. Après, ceux qui sont le plus utilisés, effectivement, sont le bois, le chanvre en ouais. matière de structure, et le chanvre pour ses qualités isolantes, quoi. Et alors, est-ce que les maîtres d'ouvrage, parce que là, on parle, on est très vertueux dans nos propos, mais est-ce qu'au final, ils ne vous demandent pas quand même de produire un bâtiment à coût raisonnable? Est-ce que vous avez estimé le surcoût entre un bâtiment, on va dire, classique et un bâtiment qui répond aux ambitions bas carbone? Alors, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question puisque ça va dépendre de la configuration du bâtiment et de la nature de ce qu'on va vouloir intégrer à l'intérieur et donc des objectifs qu'on va se fixer. Il y a ceux qui sont normatifs, ceux de la RE 2020, mais il y a ceux qu'on peut se fixer par ailleurs qui sont notamment pour le biosourcé, le label biosourcé. Enfin, ça, c'est à la discrétion effectivement de nos maîtres d'ouvrage ou des aménageurs. En revanche, ce qui est sûr, et je ne crois pas que je serais beaucoup contredit sur le sujet, c'est que construire entre guillemets plus vert, c'est quand même construire plus cher aujourd'hui. Peut-être que cela va s'affiner dans le temps parce que c'est avec la reproduction des efforts et la mise en progrès de nos équipes, nos collaborateurs autour de thématiques qui pourraient être celles du bois, qu'on va professionnaliser, qu'on va certainement optimiser nos débours. Mais quand on additionne une filière qui n'est pas encore tout à fait mature, des collaborateurs et des compagnons de la profession qui ne sont pas tous aujourd'hui rompus à l'exercice, on en revient quand même à se dire que faire plus vert, c'est faire quand même un petit peu plus cher. Donc évidemment qu'aujourd'hui, quand on s'engage dans toutes ces démarches et qu'on va au-delà des demandes normatives, qui elles-mêmes ont déjà créé des surcoûts, eh bien c'est autant de surcoûts dans les projets qui doivent être connus et assumés effectivement par les maîtres d'ouvrage pour pouvoir aller vers cet objectif plus vertueux. Très bien. Alors peut-être avant de conclure, une question à vous deux, Romain et Bertrand Serpe, c'est quelle est la place du végétal dans vos opérations d'aménagement? Parce qu'évidemment, on évite d'émettre du carbone quand on utilise un bâtiment, mais on peut avoir aussi des mini-puits de carbone avec du végétal. Est-ce que c'est dans vos zones d'aménagement concerté, c'est central? Oui, c'est central, mais moi, je ne pense pas que ce soit central pour la question de la décarbonation. Quand on fait le bilan carbone, la séquestration carbone d'arbres jeunes qu'on va planter est relativement faible. Donc, ce n'est pas à l'échelle d'un cycle de vie de 50 ans d'un quartier qui va émettre des carbones, à la fois dans l'acte de construire, mais dans son exploitation. Par contre, c'est fondamental pour réussir l'habitabilité et la durabilité du quartier. Et ça, c'est un enjeu majeur de la décarbonation. C'est se retrouver dans des conditions où dans 30 ans, 40 ans, on n'est pas à refaire les quartiers qu'on a réalisés et que ces quartiers qui sont en cours de réalisation soient déjà finalement dans cette trajectoire et ces enjeux. Et pour moi, il y a deux questions. C'est la qualité de vie. C'est-à-dire tout le monde a conscience que plus d'espace vert, c'est plus de qualité de vie. Et si on introduit de la qualité de vie dans un quartier, on évite ce que les scientifiques appellent l'effet barbecue, c'est-à-dire le week-end, on s'échappe de la ville-centre pour découvrir la verdure, pour prendre l'air. Du coup, on émet du carbone. Voilà, on émet du carbone. Donc l'effet barbecue, c'est un sujet. Et puis l'autre sujet, c'est des enjeux d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'on doit faire face à ces deux questions. On doit décarboner et en même temps, le climat va changer. On prend plus 4 degrés, on a des étés plus chauds, on a des problèmes de sécheresse. Ça, c'est le climat toulousain à horizon 2050, c'est-à-dire demain. Les quartiers qu'on fait, ils sont censés vivre pendant 50 ans, 100 ans. Donc si on ne construit pas des quartiers où il est agréable de vivre, où on s'adapte à ce changement climatique, on comprend bien qu'on va vers des problèmes très compliqués à moyen terme. Donc,
de l'importance du végétal. Et juste pour compléter, Allez-y, à TMH, sur nos résidences, on fait ce qu'on appelle du pré-verdissement. C'est-à-dire qu'avant de construire, on plante sur nos fonciers, sur nos terrains, effectivement, des micro-forêts, des végétaux, de façon à ce que le jour où ensuite on construit et puis que les habitants, les locataires ou les primo-accédants arrivent dans leur résidence, il y a déjà de la végétation. C'est du confort d'été, c'est aussi de la qualité des résidences, c'est-à-dire pour les locataires, et c'est aussi la qualité du quartier. Donc c'est très important. Et puis je crois que le plan 100 000 arbres que le maire a mis en place sur Toulouse est aussi une preuve de 100 000 nouveaux arbres, nouveaux arbres, donc qui vont être plantés d'ici 2030. Alors on est déjà, je crois, à 67 000, je crois. C'est un bon record. Et on va continuer. Ça fait partie aussi de cette politique que l'on souhaite sur Toulouse pour permettre de mieux vivre sa vie. Alors je ne sais pas si ça évitera l'effet barbecue, mais en tout cas, ça y participe grandement. Et on pourra faire le barbecue en bas. Alors non, pour la tranquillité, non. Pas vraiment, hein, ça, parce que c'est un autre sujet, ça, le barbecue. Quand j'étais maire à la cartoucherie, effectivement, au Dubarry, les barbecues, ils n'ont pas trop, parce que bon, évidemment, parfois c'est dangereux. Ça peut l'être. Mais par contre, on a ce qu'on appelle des jardins potagers. On travaille beaucoup, en tout cas à TMH, sur ces sujets-là, pour permettre effectivement de pouvoir produire sa petite tomate ou ses pommes de terre en bas et de pouvoir partager. Et c'est aussi un lien social très important. On parlait de qualité de vie, on parle de qualité de vie aussi dans les quartiers, entre les locataires de nos résidences. Il faut réussir ça. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Moi, on en a reçu. Alors, il y en a une, on a déjà répondu, c'était sur le ZAN, mais est-ce que ça limite les émissions de gaz à effet de serre? On a répondu que oui. Il y a une question plutôt pour vous, Julien. Les salariés des entreprises du bâtiment sont-ils déjà formés aux nouvelles techniques d'éco-construction? Les CFA ont-ils des formations à jour? Alors, est-ce que... Oui, parce que c'est quand même nouveau, certaines pratiques. Absolument. Alors, comme vous le savez, notre profession, elle est très professionnalisante, donc j'ai aucun doute sur le fait que les CFA soient déjà très engagés sur la formation des nouvelles générations. Aujourd'hui, pour synthétiser un peu cette réflexion, je pense quand même que le gros de la réflexion se porte sur justement les structures qui vont être les plus biosourcées et les plus utilisées dans l'acte de construire qu'on a expliqué tout à l'heure, qui sont principalement le bois, le chanvre sur l'isolation. Et effectivement, aujourd'hui, en matière de bois, comme je le disais tout à l'heure, vu qu'on cherche toujours de toute manière à progresser et à se fixer des objectifs dans ce domaine-là, on a de plus en plus d'équipes qui sont formées effectivement à pouvoir travailler le bois, tant structurellement qu'en habillage de façade ou en remplissage de façade. Oui. Et en plus, peut-être, ça peut attirer, vous cherchez à attirer des talents. Peut-être que travailler le bois, ça peut attirer des jeunes qui ne pensaient pas venir travailler dans le bâtiment. Eh ben, ils sont les bienvenus dans notre secteur d'activité. On les attend à bras ouverts. Bon, très bien. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'avoir partagé vos regards croisés sur la décarbonation. On va suivre la trajectoire que les uns et les autres vous prenez, que les financeurs accompagnent. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce nouveau Labimo. Vous le retrouverez en ligne, en replay sur le site de la dépêche.fr, sur le web et également une version print à paraître dans les prochains jours. Merci beaucoup et à bientôt.